Elle est à la fois puissante et docile. Les hommes cherchent en permanence à contrôler sa puissance et à échapper à ses lois. C'est dingue! Voilà ce que ressent un astronaute! Elle crée et détruit les étoiles, les planètes, les galaxies et guide leurs chevauchées fantastiques. C'est notre ami et notre ennemi. Sans elle, la vie telle que nous la connaissons prendrait fin. La Terre exploserait littéralement. Il s'agit de la force splendide et mystérieuse qui régit l'univers. La gravité. La gravité ou gravitation est omniprésente dans l'univers. Elle agit à tous les niveaux, du plus grand au plus modeste. Au quotidien et dans les situations extrêmes. Un surfeur en a besoin pour réussir ses figures. Quand on chevauche une vague et qu'on s'apprête à glisser vers l'avant, on utilise la poussée de la gravité. C'est notre force d'accélération. La gravité est notre accélérateur. Un skieur s'en sert pour descendre les pentes à toute vitesse. Un snowboarder en a besoin pour sauter le plus haut possible. Elle agit sur tout ce qui possède une masse, y compris nous, 24 heures sur 24, que nous dormions ou que nous soyons debout. Sur Terre, la gravité nous attire en permanence vers le centre de la planète, à la vitesse de 9,75 mètres par seconde carrée. Dans un parc d'attractions, la gravitation est l'énergie galactique qui fait rugir les wagonnets des montagnes russes et hurler les voyageurs. La gravité de la Terre nous attire donc vers le sol. Et c'est ce qui nous permet d'aller vraiment très vite. Tous les objets ayant une masse ou de l'énergie, les particules, les humains, les planètes, les étoiles et la galaxie, génèrent une force gravitationnelle. Omnipotente et omniprésente, elle attire, gouverne, déforme, produit, fait et défait toute la matière et la masse que l'on trouve dans l'univers. Elle est partout, elle agit sur tout, même à de très grandes distances. Rien ne peut lui échapper. C'est la gravité qui maintient ensemble notre système solaire. La gravité, c'est ce qui nous retient sur Terre, ce qui nous empêche de nous envoler. C'est la colle cosmique qui maintient ensemble toute la matière de l'univers. Imaginons que nous ayons 2 dés. On les dispose parfaitement immobiles au milieu de l'espace, à une distance d'1 centimètre l'un de l'autre. Au bout d'1 heure ou 2, on peut observer que les 2 dés se sont rapprochés doucement et ils finissent par se toucher. C'est la gravitation qui a fabriqué notre monde. Le Soleil forme un nuage de gaz géant, contracté par la gravité. Sur Terre, de la même manière, grâce à l'attraction gravitationnelle, de petites particules se sont formées, puis ont grandi peu à peu pour former un objet plus important. Mais lorsque l'on parle de puissance gravitationnelle, la masse et la distance ont aussi leur importance. Elle dépend de la masse de chaque objet, de la quantité de matière à l'intérieur de chaque objet. Elle est proportionnelle au produit des 2 masses. En d'autres termes, plus un objet est gros, plus il attire d'autres objets. Mais ce n'est pas tout. Elle est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Autrement dit, si l'on double la distance entre 2 objets, la force d'attraction est réduite à 1/4 de ce qu'elle était. Le pouvoir d'attraction de la gravité lui permet de diriger le mouvement et les déplacements de n'importe quelle matière contenue dans l'univers, quelle que soit sa masse. Il y a les galaxies, par exemple, qui tournent les unes autour des autres, et les amas de galaxies en orbite autour d'une masse centrale commune. Mais une question obsède les scientifiques depuis des siècles. Comment exploiter cette force implacable ?
C'est le grand savant Galilée au XVIIe siècle qui décela le premier l'existence de la gravitation. Galilée s'aperçut que certains objets de poids différents tombaient à la même vitesse. Voici donc une bille d'acier très lourde et une balle de ping-pong très légère de la même taille. Si je les lâche au même moment, elles heurteront le sol exactement au même moment parce qu'elles tombent à la même vitesse. Pour illustrer la découverte la plus importante de Galilée sur la force gravitationnelle, c'est-à-dire le fait que tout objet, quelle que soit sa masse, tombe à la même vitesse, nous allons faire un tour sur les montagnes russes de Superman dans un parc du sud de la Californie, Six Flags Magic Mountain. Cela constitue un terrain parfait pour une démonstration de chute libre. Nous allons voir ce qui se passe lorsqu'un wagonnet entièrement occupé et une balle de tennis tombe de 126 mètres de haut. Bien, allons-y. Les passagers sont lancés de cette tour de 41 étages à une vitesse de 160 km/h. La gravité leur permet, s'ils gardent les yeux grands ouverts, d'apercevoir leur super-héros. Bon, je vais la lâcher maintenant. Elle tombe, elle tombe. Oh mon Dieu! Cette fois, le vent a emporté la balle. On s'attendait à ce que tous les objets tombent librement, sans rapport avec leur poids. Mais à cause du vent, les résultats ne sont pas entièrement satisfaisants. Très bien. Tout en haut, lorsque le mouvement ascendant est terminé, la gravité reprend ses droits et la chute libre commence. Je vais lâcher cette balle maintenant. Oh, c'est pas vrai! Elle flotte! Et pendant quelques secondes délicieuses, ces amateurs d'attraction se retrouvent en état d'apesanteur, comme s'ils étaient délivrés de la gravité, dans un état que les scientifiques appellent aussi l'impesanteur, ou en anglais 0G. Bien, on y va. Je vais essayer de lâcher la balle. Elle va flotter. Mais l'apesanteur n'est qu'une illusion. En réalité, la gravitation universelle dirige entièrement cette attraction. C'est elle qui tire vers le sol la voiture, les gens et la balle de tennis à la même vitesse, quel que soit leur poids. C'était fantastique. Se sentir tomber comme ça, c'est tout simplement incroyable. Mais ce qui est vraiment génial, c'est de lâcher la balle et de la voir flotter juste devant moi. Oui, elle tombe. Je sais bien qu'elle tombe, mais je tombe exactement à la même vitesse. La masse d'un objet n'a aucune importance. Il tombe sous la force de la gravité exactement à la même vitesse. Grâce à ce type d'expérience, nous savons maintenant que les objets tombent tous à la même vitesse. Mais que faudrait-il pour lancer un boulet de canon en orbite? Quand le célèbre physicien britannique Isaac Newton vit tomber une pomme, qui selon certains heurta sa tête, le monde changea. La pomme tombe de l'arbre et il regarde en l'air. Il voit la Lune en orbite autour de la Terre. Il se dit alors qu'il n'y a pas que la pomme qui tombe vers la Terre. Il y a aussi la Lune. Est-ce que la Lune pourrait vraiment tomber? En pensant à un canon et à la trajectoire d'un boulet, Newton s'est servi des mathématiques pour déchiffrer le mystère cosmique. Il le révèle dans son œuvre magistrale Principia Mathematica, parue en 1686. Isaac Newton a fait un dessin bien connu. On y voit une planète et une petite montagne. Un petit projectile est lancé de cette montagne et il tombe non loin. Mais si on lui donne plus de vitesse, il va un peu plus loin. Maintenant, on peut dire que si on lui donne plus de force, il peut parcourir 80 à 160 km avant de tomber.
En augmentant la quantité de poudre et avec un bon angle de tir, un canon peut propulser le boulet plus vite et plus loin. Mais inévitablement, la gravité l'emporte et rapporte le projectile vers la Terre. La Terre est ronde et non plate. Newton a donc compris que si le canon pouvait tirer à la vitesse voulue, le boulet entrerait alors en orbite. Newton détermina que pour que cela se produise, il faudrait que le boulet soit projeté à 28 000 km/h. Il commencerait à tourner autour de la Terre. Et l'on pourrait alors constater qu'à une certaine vitesse, il pourrait faire le tour complet de la Terre et revenir frapper dans le dos celui qui l'a lancé sans jamais toucher le sol. Mais si on l'évite, alors il continue sa course et l'on a une mise en orbite. Mais pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre? La Lune fait aussi des petits mouvements de côté. Donc à chaque fois qu'elle tombe un peu, elle se déplace dans cette direction. Et la somme de tous ces mouvements crée une orbite autour de la Terre. Newton a aussi compris que la Terre était entraînée dans une chute vertigineuse vers le Soleil. La gravitation ouvre la voie sur laquelle notre planète tourne autour du Soleil dans un manège cosmique permanent. Newton a déchiffré le mystère de la gravitation. Aujourd'hui encore, les physiciens utilisent ces découvertes pour résoudre toutes sortes de problèmes. Certains sont plus étranges que d'autres. Par exemple, que se passerait-il si on essayait de traverser la Terre de part en part par le biais d'un tunnel? Dans cette étrange configuration, il faudrait tracer un tunnel rectiligne à travers la Terre et utiliser la gravité pour y propulser un voyageur. On pourrait l'appeler le Gravity Express. Supposons qu'il existe un tel tunnel et que l'on plonge dedans. Tout d'abord, la Terre nous attirerait vers le bas, vers son centre. On se précipiterait donc dans cette direction, mais dès qu'on dépasserait le centre et qu'on arriverait de l'autre côté, la force gravitationnelle de la Terre essaierait de nous retenir, de nous freiner. La gravitation a donc une fonction de freinage. Il n'y aurait aucun danger à se propulser par ce trou de l'autre côté de la Terre. La vitesse de lancement serait incroyable, mais finalement on atteindrait la surface en ralentissant jusqu'à l'arrêt complet. On y serait en 42 minutes. Quelles que soient les deux villes reliées par ce tunnel, le voyage durerait 42 minutes. Le trajet Los Angeles-Paris se ferait en 42 minutes. Et si l'on voulait aller de Los Angeles à Tokyo, il faudrait aussi 42 minutes. Peu importe le chemin pris pour traverser la Terre, le voyage durerait toujours 42 minutes. Ce sont les théories de Newton qui ont permis de comprendre comment cela fonctionnait. Si l'on voulait relier Los Angeles à New York en creusant un tunnel, évidemment celui-ci ne pourrait être rectiligne. Il devrait décrire une courbe. Or, la courbe ralentirait la vitesse de descente. Mais comme la distance est plus courte, si l'on rassemble ces deux paramètres, vitesse et longueur moindre, les deux s'annulent. Et on y est en 42 minutes. Quel que soit le chemin que l'on adopte, cela prendrait 42 minutes. C'est génial. Newton a compris l'effet de la gravitation, mais il a fallu le génie d'Albert Einstein pour comprendre pourquoi il en était ainsi. Einstein s'est rendu compte que la gravitation était provoquée par d'énormes objets, comme les étoiles et les planètes, tordant littéralement l'espace même. Telle une immense feuille de plastique, l'espace se courbe quand des objets massifs s'y installent. Einstein a émis l'idée que le chemin parcouru par les planètes autour de leurs étoiles, leur orbite, était un effet direct de cette courbure de l'espace. Il a dit qu'une orbite était en fait une ligne droite. Quand un objet tombe en chute libre, il se déplace de façon rectiligne dans l'espace-temps. Mais la courbure de l'espace transforme son parcours en une orbite elliptique fermée. C'est l'espace-temps qui la replie sur elle-même. Cette découverte révolutionnaire se produisit au début de l'année 1910, quand Einstein comprit que les orbites des étoiles et des planètes visibles étaient bien telles que la théorie de Newton le laissait supposer, à l'exception de Mercure. Son orbite est en effet vacillante.
Einstein décrit la gravité comme une courbure dans l'espace et le temps. Et l'orbite de Mercure correspond parfaitement à cela. La planète se déplace autour du Soleil dans un espace courbe et non plat. Ainsi, l'orbite est-elle parfaite? Cette courbure de l'espace entre en jeu dans notre système solaire. La Terre suit simplement ce que l'on pense être un trajet en ligne droite, la distance la plus courte entre deux points d'un espace courbe. Einstein a établi que cette masse enveloppait l'espace et aussi le temps. Einstein déclara que dorénavant, les physiciens ne pourraient plus parler d'espace et de temps séparément, mais d'espace-temps, comme un élément unique. La notion d'interaction entre l'espace et le temps est perturbante lorsqu'on l'entend pour la première fois. Mais si on prend le temps d'y penser, c'est en fait assez clair. Si je veux un rendez-vous avec quelqu'un, je ne vais pas lui dire simplement « on se retrouve à 3 heures ». Il n'y a pas assez d'informations. Il y a forcément une question qui suit. Où ? Si je dis « je te retrouve chambre 203 », la question sera « quand ?» À chaque fois que l'on entre en interaction avec quelqu'un d'autre, on a besoin d'un moment et d'un lieu. La découverte par Einstein de la courbure de l'espace et du fait que le temps et l'espace étaient étroitement liés constitue aujourd'hui la définition de la gravité. Résoudre ces secrets a permis à l'homme d'échapper à ses chaînes terrestres et d'explorer l'univers. Mais comment les futurs astronautes pourront-ils survivre aux effets négatifs de l'apesanteur sur la longue route qui mène à Mars ? La gravitation est à la fois notre ami et notre ennemi. C'est la force redoutable qui propulse les skieurs au pied des montagnes et les surfeurs dans les airs. Un snowboarder avec un bon élan peut l'espace d'un instant avoir la sensation d'être délivré de la force gravitationnelle terrestre. On est en fait plus léger lorsqu'on saute. La période d'apesanteur est déterminée par la durée de la trajectoire. Elle est fonction de la vitesse. Si bien que le snowboarder qui prend un bon élan peut rester 1, 2, voire 3 secondes en apesanteur. Mais au bout du compte, la gravité l'emporte et le snowboarder, comme le boulet de canon, finira à terre. Le snowboarder retombe en chute libre quand il quitte le tremplin et suit sa trajectoire. Exactement comme un boulet de canon qui traverse l'air. Sa trajectoire est déterminée uniquement par sa vitesse et la force de gravité. Ce qui se passe ensuite à l'atterrissage est une autre histoire. Mais que se passerait-il si un snowboarder essayait d'aller encore plus haut ? Que se passerait-il s'il voulait vaincre la force de gravitation et se propulser hors de la planète? Vous voulez quitter la Terre à jamais? Notre planète possède ce qu'on appelle une vitesse de libération, la vitesse magique au-delà de laquelle on quitte la Terre pour toujours, sans aucun retour possible. La vitesse de libération, vitesse minimum que n'importe quel objet doit atteindre pour quitter la Terre, est d'environ 11 km par seconde, c'est-à-dire 40 000 km à l'heure. En théorie, un snowboarder avec suffisamment d'élan et orienté dans la bonne direction peut s'envoler telle une fusée. Vouloir échapper à la gravitation terrestre n'est peut-être pas très réaliste pour un snowboarder, mais il a été prouvé que l'on pouvait lancer ainsi des gens comme des projectiles en orbite. On peut donc quitter le système. Il faut juste assez d'énergie pour y arriver. On a développé suffisamment de techniques pour aller jusqu'à la Lune. Et on espère continuer et aller sur Mars et au-delà. Pour aller sur Mars et au-delà, il faudra contrôler les énergies de la force gravitationnelle, comme on le fait à chaque fois que l'on cherche à atteindre le grand frisson dans les sports extrêmes. La gravitation nous offre deux types d'énergie. Une énergie potentielle et une énergie cinétique.
La première n'est que de l'énergie stockée. Mais la seconde est le résultat de tout ce que contient l'énergie potentielle. Ce phénomène fonctionne comme les montagnes russes. Lorsqu'on se hisse au sommet d'une colline, l'énergie potentielle est accrue. On a plus d'énergie au sommet qu'au pied des montagnes russes. Ce n'est pas simplement une notion étrange et abstraite, on possède réellement plus d'énergie au sommet. Et celle-ci se transforme en vitesse, en énergie cinétique, lorsqu'on descend la pente dans les wagonnets. Très bientôt, j'aurai transformé mon énergie potentielle en cinétique! Quand un surfeur atteint ce point sur une vague, il utilise les deux types d'énergie. La NASA utilise également ce principe d'échange d'énergie pour accroître la vitesse de ses vaisseaux. Quand un vaisseau spatial approche l'orbite d'une planète, lui aussi rassemble son énergie cinétique au détriment de l'énergie potentielle. Puis, pendant qu'il fait le tour de la planète, le vaisseau, dans son trajet cosmique, est comme sous l'effet d'un lance-pierre qui le pousse vers l'avant, en lui imprimant davantage d'énergie cinétique. Lorsque le vaisseau voyageur a visité Jupiter en 1979-1980, il a dépassé la planète qu'il a attirée en lui donnant un mouvement supplémentaire, comme par un effet de lance-pierre, ce qui n'a pas seulement changé sa direction. Il a en effet été dirigé vers Saturne, mais cela a aussi augmenté sa vitesse. En sachant utiliser la force gravitationnelle, l'homme pourra voyager plus loin et traverser plus rapidement l'univers. Les formules physiques et la technologie ne constituent qu'une des phases préparatoires nécessaires aux voyages intersidéraux. Entraîner les hommes aux rigueurs de l'espace en est une autre. Loin de l'attraction gravitationnelle de la Terre, dans un vaisseau spatial parti pour un long voyage vers Mars par exemple, les futurs astronautes devront apprendre à étudier, à vivre, à travailler et à jouer dans un environnement dépourvu de toute gravité terrestre. Un endroit où ils sentiront effectivement l'apesanteur et où tous les objets se déplaceront librement et de la même façon. L'une des manières agréables d'expérimenter le frisson de l'astronaute et le bouleversement que représente un voyage spatial, c'est de simuler un vol en apesanteur. Je suis vraiment impatient, ça va être une expérience incroyable! En embarquant dans ce Boeing 727 spécialement modifié pour tester l'apesanteur, l'astrophysicien Alex Filipenko s'apprête à vivre l'expérience de sa vie. C'est comme une balle que l'on lance en l'air. Elle est plus légère puisqu'elle est en chute libre. Donc je flotterai et il n'y aura pas de sol pour me retenir. Le vol en apesanteur, ou vol 0G comme Zero Gravity, se déroule à une altitude comprise entre 7000 et 10 000 pieds, quasiment comme pour un vol commercial. Il suit une route à travers la stratosphère qui ressemble à celle des montagnes russes. Comme l'attraction de Magic Mountain, l'avion Super 0G développe son énergie potentielle en s'élevant selon un angle de 45 degrés. Les passagers sentent alors leur poids augmenter. La gravité se mesure en termes de force G. 1 G représente la gravité que nous ressentons à la surface de la Terre. Bien, je vais m'allonger un peu et me tenir prêt. L'avion s'élève peu à peu, la gravité augmente et les passagers se sentent de plus en plus lourds. L'avion accélère jusqu'à environ 1,8 G. Au maximum. Quand l'avion approche du sommet de sa trajectoire, il ralentit et retombe en chute libre avec ses passagers. Zéro G arrive! Quelle sensation indescriptible! C'est dingue! Je suis en apesanteur! Voilà ce que ressent un astronaute! La trajectoire de l'avion génère de moins en moins de poids en décrivant une série d'arcs paraboliques. Bien qu'ils soient à l'intérieur de la cabine, les passagers en apesanteur tombent en chute libre vers la Terre, comme des parachutistes. Mais qu'est-ce qui crée cette sensation de légèreté ?
On en revient à Galilée qui avait démontré que tous les objets tombaient à la même vitesse. Ainsi, quand l'avion et ses passagers tombent en chute libre vers le sol, ils se maintiennent dans leur même position respective. Et c'est pourquoi ils se sentent si légers. La sensation dure réellement 25 secondes, car pendant ce temps, on est en chute libre. On a l'impression de voler dans les airs comme Superman. Je n'arrive pas à y croire. Lorsque les moteurs de l'avion repartent et mettent un terme à la chute libre, les passagers retrouvent leur sensation de poids. Comme aurait dit Einstein, l'apesanteur n'est qu'une illusion. C'est génial! Incroyablement génial! L'apesanteur bénéficie de ce qu'Einstein a énoncé en 1916 dans sa théorie générale de la relativité. Cette accélération est semblable à la gravitation. Lorsque l'on est poussé vers le haut par une fusée ou un avion 0G, la force G que l'on expérimente est la même que celle que l'on ressent sous l'action de la gravité d'un objet massif comme une planète. La gravité et l'accélération créent donc la même sensation. C'est ainsi que les passagers d'un vol 0G peuvent ressentir la même chose qu'un astronaute et expérimenter les joies de l'apesanteur. La balle et moi, nous sommes en chute libre dans une direction naturelle à travers l'espace-temps. C'est ce que démontre la théorie d'Einstein. Indépendamment de la masse, la chute prend une direction naturelle. C'est incroyable. Durant les 20 minutes 15 d'un vol parabolique, on a le temps de braver les lois de la gravité entre la peur et le plaisir. Regardez cette eau! Regardez cette eau! Je vais l'attraper. Et voilà. Allez, on y va. Les vols paraboliques, également appelés Comet Vomit, au-delà d'amuser les astronautes amateurs, ont un but pratique. Ils entraînent les hommes de la NASA à travailler et à vivre dans l'apesanteur. Avec ces vols sensationnels, les spécialistes ont appris à simuler l'absence de gravité. Mais est-il également possible de créer une gravité artificielle en laboratoire ? Ces expériences nous permettront de mener à bien l'exploration de Mars. C'est notre avenir. En cette aube du XXIe siècle, nous avons déjà franchi les frontières de la gravité et échappé à l'attraction terrestre. La prochaine étape consistera à concevoir les technologies qui nous permettront de voyager, de travailler et de vivre sur d'autres planètes extraterrestres. Nous avons accumulé assez de savoir-faire au cours de nos voyages vers la Lune. Grâce à ces progrès technologiques, l'humanité est à l'aube d'une nouvelle ère dans l'exploration de l'espace. Le voyage vers Mars commence ici, dans notre laboratoire du MIT. La gravité artificielle pourrait être une façon de contrôler les effets négatifs de l'apesanteur. Depuis l'avènement de l'ère spatiale, les scientifiques sont soucieux de minimiser les risques et les effets néfastes de l'apesanteur. Au début, la question était celle de la survie de l'homme. Nous ne savions même pas à l'époque d'Apollo comment les astronautes réagiraient après quelques heures dans l'espace. Nous nous posions beaucoup de questions sur la capacité humaine à contrôler un véhicule après avoir été exposé à un long moment à l'apesanteur. Une mission sur Mars exigerait que les astronautes partent pour au moins 2 ou 3 ans. La structure du corps humain n'est tout simplement pas conçue pour un environnement sans gravitation. L'architecture de nos corps a été conçue de manière à supporter notre poids malgré les forces gravitationnelles. La gravité détermine la façon dont notre système cardiovasculaire réagit.
Lorsque nous passons de la position allongée à la position debout, un système régulateur permet au sang de réagir contre les forces gravitationnelles. L'expérience a montré que la vie en apesanteur durant de longues périodes menait à une perte osseuse, une dégradation musculaire et à une coagulation du sang. Tous ces phénomènes sont une menace pour les astronautes. Les ingénieurs de la NASA et du MIT testent un système de centrifugeuses individuelles qui pourrait atténuer les risques. Cela protège leur cœur, leurs os, leurs muscles. Avec ces premiers tests, nous avons toutes les raisons de croire que la gravité artificielle, obtenue par un court rayon centrifuge, pourrait être l'antidote universel pour protéger les astronautes au cours d'un voyage vers Mars. Comme dans les attractions, quand on fait tourner un sujet, il se crée une force G. Au MIT, durant les entraînements, pour éviter le mal de mer, les astronautes s'exercent à garder leur tête droite. Si l'on fait effectuer à quelqu'un 30 révolutions par minute, la centrifugeuse communique au sujet une force d'1 G, c'est-à-dire l'équivalent de celle qui nous fait tenir debout sur Terre. Les scientifiques espèrent que le voyage sur Mars deviendra un jour une réalité. Ils pensent qu'il devrait y avoir à bord du vaisseau une centrifugeuse adaptée. Pour retrouver la gravité terrestre, les astronautes du XXIe siècle pourraient passer 1 heure par jour dans cette machine. Vous y allez chaque jour pour un court moment et vous tournez assez vite, vous faites vos tours comme à la gym. Vous faites vos exercices, votre entraînement, et ainsi vous prenez votre potion tonique de force G, votre dose de gravité. Bien que le voyage sur Mars ne soit pas encore pour aujourd'hui, l'astrophysicien et skieur Lawrence Young rêve de plonger dans la gravité libératrice de Mars. Car à la surface de la planète rouge, celle-ci équivaut à 3/8 de la gravité terrestre. Tout le monde aime s'envoler. Tout le monde aime ça. Alors imaginez que l'on soit sur Mars. Quelqu'un qui pèserait 45 kg sur Terre aurait la sensation d'en peser 17 sur Mars. Là-bas, un skieur pourrait décoller du mont Olympe à une vitesse 3 fois inférieure à celle qu'il lui faudrait sur Terre. Mais la faible gravité implique qu'il pourrait aussi s'envoler 3 fois plus haut. Dans la gravité, c'est la masse qui importe. Plus elle est importante, plus la force gravitationnelle est grande. Quand on pense à son poids sur Terre et qu'on compare avec ce qu'il serait sur un objet plus massif que la Terre, c'est assez simple. Si l'objet est 2 fois plus massif que la Terre, vous pèseriez 2 fois plus lourd. Mais sur Jupiter, quelqu'un qui pèse 100 kg en pèserait 254. Même si la surface de Jupiter était solide, un skieur serait obligé de se battre comme un fou pour en décoller. Ce que nous savons déjà au sujet de la gravitation, c'est la façon dont elle fonctionne et comment elle peut être utilisée à des fins pratiques. En théorie, elle pourrait même sauver la planète de la catastrophe ultime. Mais comment la gravitation pourrait-elle nous venir en aide ? Dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil va s'embraser, se transformer en géante rouge et brûler jusqu'à s'éteindre dans toute sa splendeur. À ce moment-là, notre système solaire sera englouti. La gravité et l'atmosphère de la Terre seront radicalement altérées. Et alors, la vie disparaîtra sur notre planète. Mais l'astrophysicien Greg Luthling a un plan pour sauver la Terre grâce à la gravité. L'environnement que nous connaissons aujourd'hui devrait être alors très similaire à celui de Vénus à l'heure actuelle. Une atmosphère accablante de dioxyde de carbone et des températures incroyablement élevées. Mais aucun problème. Si le pire arrivait, la science gravitationnelle pourrait sauver notre bonne vieille Terre. Il y a une chose que nous pourrions faire à long terme. Il s'agirait d'élargir l'orbite de la Terre autour du Soleil à une distance où la température n'est pas aussi élevée. Pour faire cela, à condition que nous disposions d'assez de temps, que nous ayons des milliards d'années devant nous, il faudrait utiliser une comète ou un astéroïde. Ce mouvement énorme nécessiterait que des astronautes et des ingénieurs, embarqués à bord d'un vaisseau, amène la comète ou l'astéroïde juste devant la Terre. Pour être le plus efficace possible, la comète doit être très proche de la Terre, à l'intérieur de son rayon orbital. Alors, en un grand chambardement cosmique, les énergies potentielles et cinétiques se déchaîneraient et la gravité s'occuperait du reste.
Si cela se produisait, la comète pousserait la Terre vers l'avant et la Terre pousserait la comète vers l'arrière. La conséquence en serait que la Terre recevrait un élan et que son rayon orbital deviendrait un peu plus long, ce qui veut dire qu'elle s'éloignerait un peu du Soleil. Si on arrive à effectuer un de ces ajustements une fois tous les 10 000 ans, alors la Terre, après des milliards d'années, pourrait s'être déplacée suffisamment vers l'extérieur, tout en restant en contact avec le Soleil qui continuerait à briller. Mais si les experts se trompent dans leurs équations et que cela ne fonctionne pas, tous les efforts seront réduits à néant. Si l'on rate notre coup et qu'il se produit une collision entre la comète et la Terre, cela veut dire qu'un objet d'une centaine de kilomètres de diamètre s'écraserait sur notre planète. Ce serait un désastre immense, le genre d'événement qui provoque l'extinction de quantité d'espèces. Bien sûr, ce scénario n'est qu'une hypothèse extrême. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que si nous pouvons aujourd'hui encore vivre sur Terre, c'est grâce à la gravité. Elle nous permet de vivre dans des conditions de vie parfaites et de poursuivre notre quête du bonheur. C'est une force 1G qui fait naître le rêve du surfeur, la vague parfaite. Mais les eaux déchaînées que certains apprécient tant sur Terre ne sont pas le seul type de vague générée par la gravitation. Il existe des ondes cosmiques si puissantes qu'elles déferlent à travers l'univers. Des marées de gravité torrentielle, des particules propulsées à travers l'univers, déferlent dans le cosmos. Selon Einstein, ces ondes gravitationnelles traversent tout l'espace. De quoi s'agit-il ? Tout changement dans la gravitation envoie à travers le tissu de l'espace une onde qui se déplace à la vitesse de la lumière. C'est ce qu'on appelle une onde gravitationnelle. Et comment se produisent-elles ? Admettons que vous ayez deux objets, deux étoiles compactes. Chacune courbe l'espace qui se trouve autour d'elle. Et toutes deux tournent l'une autour de l'autre. Le résultat, c'est que ces deux régions courbes créent une onde dans la structure même de l'espace. Celle-ci s'échappe vers l'extérieur en emportant avec elle de l'énergie. Voilà ce qu'est une onde gravitationnelle. On peut symboliser l'espace-temps par une vague océanique qui se déplace à travers l'univers. C'est la même chose pour les ondes gravitationnelles. N'importe quelle masse en mouvement, qu'elle soit petite ou grande, génère une onde de gravité. Et comme les marées océaniques sur Terre, elles déferlent en permanence à travers le cosmos. En théorie, un surfeur lancé dans l'espace pourrait échapper complètement à notre monde. Si une onde gravitationnelle née dans l'espace ou ailleurs nous passait dessus, nous deviendrions gros puis maigres, plus gros puis maigres. Cela signifie que cet espace est distordu. Dans un sens, l'espace nous rend plus gros et dans l'autre, il nous écrase et il oscille d'avant en arrière. Mais pour les spécialistes qui tentent sur Terre de détecter le moindre signe d'onde gravitationnelle, la perturbation doit être propagée par un objet cosmique massif. C'est ce que peuvent faire des trous noirs ou des étoiles à neutrons en rotation. Il y a un autre phénomène qui peut provoquer une onde gravitationnelle. C'est une explosion, disons une supernova, c'est-à-dire une étoile qui explose. Elle propulse vers l'avant une onde gravitationnelle. Le dispositif qui permet de détecter la lumière, qui signale une onde gravitationnelle, s'appelle LIGO, pour Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Il s'agit donc d'un observatoire d'ondes gravitationnelles par interféromètre laser. Il existe deux laboratoires LIGO identiques. L'un se situe à Hanford dans l'État de Washington, l'autre à Livingstone en Louisiane. Si une onde venait à passer, les résultats de chaque laboratoire seraient essentiels pour confirmer l'événement. Voici comment marche cet appareil. D'immenses miroirs de verre poli sont installés sur le pivot de l'interféromètre qui, à la base, est un appareil qui permet de comparer deux mesures d'ondes lumineuses et d'établir leurs différences. Un rayon laser de haute précision fait des allées et venues et se partage entre les deux miroirs calibrés. Dans des circonstances normales, quand la lumière est renvoyée vers le haut et le bas, les deux tubes électroniques en forme de L et long de 4 km, les deux rayons laser, sont synchronisés. Ce qui veut dire que les rayons s'annulent l'un l'autre et qu'aucune lumière ne s'échappe de ce tunnel.
Mais quand une onde gravitationnelle passe par là, l'espace est légèrement étiré ou écrasé. Les rayons laser sont perturbés et une toute petite quantité de lumière est émise. Un minuscule signal, au diamètre inférieur à celui d'un cheveu humain, dont la taille correspond donc à 1/1000 de celle du proton, sera enregistré. Converti en son et en lumière, il pourra être entendu et vu. Le plus grand espoir des scientifiques est de capter l'événement le plus gigantesque qui se soit produit dans l'univers, le Big Bang. Les ondes gravitationnelles constituent sans doute notre meilleure chance de voir de très près les débuts de l'univers. 300 000 ans environ après le Big Bang, l'univers était alors tellement dense qu'il ne laissait pas passer la lumière. Elle ne pouvait le traverser. Donc, si la lumière ne pouvait traverser l'univers, quel élément pouvait le faire? Une onde gravitationnelle. Le problème, c'est qu'un minuscule signal venant d'une onde de gravitation a déjà été enregistré. C'est une question difficile. En réalité, quand Einstein a prédit leur existence, il pensait que c'était une idée séduisante, mais personne à l'époque n'avait jamais été capable d'en détecter une. Les spécialistes des LIGO, tels des astrosurfeurs, vivent pour le moment où ils pourront crier victoire et chevaucher l'onde de gravité parfaite. Nous avons vu ce que nous pensons être les effets des vagues gravitationnelles, la perte d'énergie d'un système. Mais nous n'en avons encore jamais détecté une directement. Si la quête des scientifiques du LIGO atteint son but, s'ils captent une onde gravitationnelle, cela pourrait changer toute la science. Je pense qu'à long terme, cela nous permettrait d'abord de comprendre la gravitation et ensuite de comprendre l'univers. La force gravitationnelle a pour domaine l'univers entier. Elle peut créer aussi bien que détruire le cosmos, les étoiles, les planètes et les hommes. Elle contrôle nos vies, notre comportement et nos aventures. Elles font partie d'un ballet cosmique. Notre avenir collectif dépend de la bienveillance et de la puissance de celle qui règne sur le cosmos, la gravité.